Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo d'enseignement, on va revenir sur pas mal de choses à retenir de la victoire du Barça. Le Barça qui a écrasé cette équipe de Newcastle. Il y a tellement de choses intéressantes à retenir de tout ça. 5 enseignements comme d'habitude, donc accrochez-vous, je pense que ça va être une vidéo un peu longue. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Redfoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction MASSIAN, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Encore une fois, tous les détails en description, les amis. Alors, on est parti avec les enseignements. Et en fait, le premier enseignement que j'ai envie de retenir par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est l'intensité barcelonaise. C'est de déconstruire en fait certaines idées reçues. C'est de déconstruire certains mensonges qu'on a su lire par-ci, par-là. Parce que dans la réalité, dans le fond, ce n'est absolument pas ce qui se dit. Donc, on commence par quoi ? Par le fait de déconstruire l'idée reçue selon laquelle le Barça ne pouvait pas faire face à l'intensité de la Première Ligue après le match aller. On l'a vu ça, on l'a lu. Et on a même vu des journalistes chroniqueurs qui se disent sérieux le dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de la chose. Le Barça vient d'anéantir là l'équipe la plus Première Ligue codée de la C1 pour moi. Parce que là, Newcastle, on ne parle pas d'une équipe anglaise, en fait, qui aime jouer dans les petits espaces ou quoi. C'est certes une équipe qui est capable de jouer les transitions et de jouer avec de bons joueurs techniques comme les Tonali, même les Wellington. Mais c'est surtout une équipe de Première Ligue dans l'âme. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se définit par l'intensité, par le combat physique, par les touches longues, par les coups de pied arrêtés, etc. C'est ça, Newcastle. Donc, de toutes les équipes de Première Ligue qui sont en Ligue des Champions, je pense que Newcastle, c'est l'équipe qui représente le plus, en guillemets, les valeurs Première Ligue. Cette valeur intensité-là, combat. Figurez-vous en fait que sur la double confrontation, le Barça a anéanti Newcastle sur 2 aspects où ils sont censés être dessus. Vous savez c'est lesquels ? D'abord, les kilomètres parcourus. Ouais, le Barça a couru beaucoup plus que Newcastle déjà au match aller et le match retour, pareil. Et vous savez c'est quoi pour moi l'intensité, le physique ? C'est ça. C'est ça en fait, l'intensité, le physique, c'est pas que faire des coups d'épaule, c'est de savoir tenir sur la durée, c'est de savoir répéter les efforts, c'est de savoir être là en fait, même à la 90e minute, de chevaucher, de courir partout comme un animal en fait, c'est ça l'intensité, c'est ça pour moi la vraie intensité. Et le Barça a roulé sur Newcastle par rapport à ça. Pourtant, le Barça avait le ballon. À l'aller, le Barça avait une plus grande possession de balle, même si elle n'était pas aussi grande qu'au retour. Au retour, le Barça avait une grande possession de balle. Donc, malgré ça, tu as quand même beaucoup plus couru qu'eux, tu as parcouru beaucoup plus de kilomètres qu'eux. Et surtout, le deuxième aspect sur lequel le Barça a anéanti Newcastle, c'est au niveau des duels gagnés. Eh oui, les duels gagnés. Parce que là encore, figurez-vous qu'au niveau des duels gagnés, le Barça a remporté 31 sur 54 duels au sol, soit 57%, et le Barça a remporté, figurez-vous, 15 sur 23 duels aériens, soit 65%. Pourtant, on nous dit que Newcastle, le plus court, en gros, de l'équipe de Newcastle, doit faire 3 mètres. C'est ça l'argument. Les bêtes physiques, ils vont tuer le Barça sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Que nenni. Rien du tout. Le Barça les a bouffés, non seulement sur les coups de pied arrêtés, dans le jeu aérien, dans les duels au sol, partout. C'est le Barça qui met 2 buts sur coups de pied arrêtés hier. Vous vous rendez compte ? Donc c'est un peu minimiser aussi les qualités du Barça sur le jeu aérien. Ça reste une équipe qui ne se focalise pas uniquement sur ça, ou qui n'en met même pas beaucoup, parce que faut voir la qualité aussi. Lorsque Araujo il rentre, allez revoir les corners de Rafinha. Je pense qu'il y a 3 corners de suite, et à chaque fois c'est danger sur la tête de Araujo. Donc savoir en fait jouer les coups de pied arrêtés, c'est pas forcément qu'une question de taille. C'est parfois, surtout même pas parfois, c'est souvent une question de timing en fait, parce que si tu as de grands joueurs mais que tu centres mal les ballons, ou en tout cas que tu joues mal tes coups de pied arrêtés, Arsenal, je pense que leur force c'est ça. C'est pas non plus qu'ils aient des mecs qui font 2 mètres à tous les postes, même s'ils ont des joueurs qui sont assez grands, c'est vrai, mais ils ont une stratégie en fait sur les coups de pied arrêtés. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même parler de ça, les idées reçues là, selon lesquelles le Barça se ferait marcher en Première Ligue après le match aller, doucement quand même avec la fumette. Maintenant, comme je vous l'avais dit aussi avant même le match aller, si jamais le Barça est éliminé de cette double confrontation, ça sera la catastrophe.
logiquement. Et moi, je suis d'accord avec toutes les personnes qui auraient pensé ça. Même moi, je serais tombé sur l'équipe, pas de problème. Ça serait vraiment pour le coup faute professionnelle, accident industriel. Je sais pas si ça serait un accident, mais en tout cas faute professionnelle. D'accord. Je vous avais dit également que si le Barça se qualifiait, il fallait que le Barça sorte un gros match pour ne pas en fait recevoir des critiques selon lesquelles ouais c'est que Newcastle. Mais malgré tout, malgré le fait que le Barça ait gagné 7-2, il y a encore des gens qui essaient de minimiser Newcastle. Bon, ça ne m'étonne pas tant que ça parce qu'on sait qui sont derrière ça en priorité. Nous, on le fait aussi parfois quand c'est le Real, d'accord? Je peux comprendre, c'est de bonne guerre, la mauvaise foi, tout ça. Mais juste par rapport à ça, juste pour là encore déconstruire cet argument faux, non, Newcastle, ce n'est pas une petite équipe. Newcastle a un 11 sur la pelouse qui coûte près de 550 millions d'euros. Bah, allez, disons 500 millions d'euros parce que Bruno Guimaraes n'est pas là. Sinon, c'est 550 millions d'euros. Le 11, hein, je parle de 11 alignés. Et le Barça aligne une équipe qui a coûté près de 105 millions d'euros. Vous voyez un peu, ça, c'est pas une question de petite équipe. Une petite équipe peut pas aligner une équipe de 550 millions d'euros. D'accord? Newcastle, c'est une équipe qui a de gros joueurs, qui a fait de gros achats avec un milieu expérimenté. Les Tonali, les Joelinton, c'est des joueurs expérimentés. Donc non, c'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui a des fonds limite illimités parce que je crois que eux, ce sont les Saoudiens qui sont avec eux. Je sais plus si c'est le Qatar, je crois que ce sont les Saoudiens avec eux. En plus, des cadeaux de la Première Ligue, d'accord? Donc non. Pas de underdog gimmick là, maintenant que le Barça est passé. C'est le Barça, d'ailleurs, qui devrait se positionner comme ça parce que c'est le Barça qui aligne parfois des gamins de 18 piges à certains postes. À 3 ou 4 postes, il y a des gamins un peu partout sur le terrain, d'accord? Donc la petite équipe de Newcastle, le petit pousset, non, on va pas vous laisser vous en tirer avec ça et repartir avec cette narrative-là. Ça aussi, on déconstruit cette narrative. Moi, la narrative qui me dérange le plus par rapport à tout ce qu'on a entendu hier, celle-là, elle s'adresse beaucoup plus aux chroniqueurs, aux analystes et tout. Bon, après, est-ce que c'est un bon échantillon de prendre les avis des journalistes anglophones, que ce soit ESPN ou même CBC ou même d'autres médias qui ne sont pas anglophones? Je l'ai vu, c'est un peu partout. Il y a des personnes qui nous disent, à chaque fois que le Barça encaisse un but ou même encaisse 2 buts, oui, ok, c'est fort, c'est 2, mais... C'est fort, mais cette équipe, elle encaisse des buts. Cette équipe, elle a un piège du hors-jeu suicidaire. Lorsqu'ils vont affronter de grosses équipes, ça va caler. En fait, je pense que le Barça est tellement aujourd'hui victime de sa propre réputation, de cette ligne haute, qu'il y a plein de gens qui analysent ça sans même réfléchir ou même sans regarder les matchs. Parce que pour ceux qui regardent les matchs du Barça, depuis la rouste contre l'Atlético Madrid au match aller de Copa, plus le naufrage à Gérone, Hans Flick a adapté sa ligne du hors-jeu. Sa ligne haute en tout cas. On voit que les défenseurs ils suivent beaucoup plus les coureurs et les 2 buts que le Barça encaisse ce soir, le premier c'est Eric Garcia qui se jette et qui rate complètement son intervention. Il y avait déjà de l'espace derrière et la ligne du hors-jeu, c'est vrai que là pour le coup elle est fautive. Mais sur le deuxième but, c'est une erreur individuelle. Donc moi, je vois pas non plus un match où Newcastle s'est procuré 50 occasions. Joan Garcia a eu à avoir des face-à-face toutes les 5 minutes. Donc je sais pas, cette narrative-là, elle vient d'où de dire que le Barça, oui, ok, ils ont gagné, mais ils ont quand même encaissé 2 buts. Et alors? Le PSG n'a pas encaissé 2 buts à l'aller contre Chelsea. Il y a des équipes qui n'encaissent pas 2 buts. Là, le Barça n'a pas le droit d'encaisser 2 buts, c'est ça? Alors attention, je ne vous dis pas par là que le Barça a une défense de fer, ou en tout cas que le Barça est beaucoup mieux que d'autres équipes dans ce secteur-là, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'abus maintenant. À chaque fois que le Barça encaisse un but, c'est oh lolo, cette ligne haute, oh la défense du Barça. C'est bon quoi, faut pas abuser. Le Barça a le droit d'encaisser aussi, il y a une équipe en face qui veut jouer. C'est pas que le Barça qui joue. Alors si là après le match contre Newcastle, contre Girone ou contre l'Atlético Madrid, vous me sortez cet argument-là, mais je le reçois à 1000%. Mais on peut pas me le sortir après une victoire. C'est 2, mais c'est sur ça que vous bloquez. 7-2. Bref, en tout cas, moi, vous savez, ça ne me dérange même pas d'avoir cette étiquette d'underdog, d'outsider. Oui, je l'accepte volontiers, en fait, de dire que le Bayern est au-dessus, c'est le cas, et dire aussi que le PSG est au-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérangeait même, si vous voulez, un peu la saison passée, qu'on nous mette favori numéro 1 de la Ligue des Champions avec Liverpool, parce qu'on a terminé 2e et eux premiers. Tout ça, pourquoi? Pour que Liverpool se fasse sortir en 8e et que nous, on se fasse piéger en demi contre le Bayern, contre l'Inter, pardon. Alors, au même moment où le champion d'Europe en titre, lui, il galérait en barrage. Donc, moi, je préfère comme ça, qu'on fasse profil bas, qu'on avance dans l'ombre et qu'on continue à nous minimiser, en fait. À chaque fois, oui, c'est la ligne haute, oui, c'est la ligne haute. Déjà, ils comprennent même pas le principe de la ligne
haute. Si là, le Barça se marche par exemple le premier but, c'est parce que devant, non seulement on presse mal, mais aussi il y a une erreur. À chaque fois qu'il y a une erreur, des erreurs avec les lignes hautes, c'est souvent parce que devant ça presse mal ou ça contre-presse mal. Donc c'est pas la défense le problème. Je pense qu'il y a un abus de fou par rapport à ça. Moi je trouve que les défenseurs intrinsèquement du Barça, ils s'en sortent plutôt pas mal, même s'il y a quelques individualités suspectes. En parlant de défenseurs, ça me permet de faire la transition sur le deuxième enseignement d'hier. C'est tout simplement Gérard Martin. Je pense qu'il est temps qu'on se pose pour parler de Gérard Martin. Vraiment. Parce que depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, ces dernières semaines en tout cas, du retour en forme de Koubarsi, de Eric Garcia qui a fait une saison énorme. C'était le défenseur le plus régulier de la saison. Mais on ne parle pas assez de Gérard Martin parce que je pense qu'il a encore cette étiquette-là, voilà, du mec qui a tellement fait de mauvais matchs à ses débuts que, vous savez, la tête de Turc un peu. C'est le mec à qui on ne pardonne rien. À chaque fois qu'il va se rater, ah ouais, c'était sûr, il est nul de toute façon. Lui, il n'a pas le droit de se rater. Mais c'est bien quand même de parler de la consistance de Gérard Martin. Parce que je crois que ça fait quoi? Ça fait 15 matchs où il est titulaire en tant que défenseur central, 15 victoires du Barça. Ça ne ment pas. Je pense évidemment que Gérard Martin n'est pas un défenseur élite, du type les meilleurs défenseurs du monde. Je pense que Gérard Martin, c'est un 12e homme, un 13e homme qui commence à prendre en fait son envol et qui est en train de progresser. Ça reste un jeune joueur. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et moi, ça me met même, à titre personnel, une sorte de leçon d'humilité par rapport à comment est-ce que je devrais juger certains coachs, ou en tout cas, quand je donne mon avis. Après, moi, je ne juge pas le plus souvent. Je donne mon avis. Je peux évidemment avoir tort. J'ai tort sur pas mal de choses. Mais moi, je me rappelle qu'au début de Gérard Martin, on était beaucoup, dans moi, à dire que Flick, il voit ce que nous, on ne voit pas. En fait, il insiste avec Gérard Martin. Qu'est-ce qu'il voit en Gérard Martin? Et au final, il nous prouve que lui, c'est un coach, et nous, de simples supporters, et que chacun est à sa place, en fait, où il mérite d'être. Parce que Flick, la vision qu'il a eu en tout cas, par rapport à Gérard Martin, c'est tout ça, là. Ce que Gérard Martin est en train de faire, c'est entièrement pour Flick, hein. C'est Flick qui l'a fait monter en équipe première, qui a eu confiance en lui et qui lui a fait confiance malgré ses bourdes répétées durant la saison dernière. Aujourd'hui, c'est un mec qui joue avec une certaine sérénité, même dans les grands matchs. Parce que là, ça s'enchaîne quand même. Il a fait un bon match contre Newcastle, un bon match contre l'Atlético Madrid. Même dans les classicos, il a fait de bons matchs, Gérard Martin. Donc ouais, je pense qu'il est temps qu'on commence à parler de lui parce que c'est assez facile en fait de tomber sur lui lorsqu'il se rate, même un tout petit peu. Mais je pense que là, il est en train de régler en fait un problème très important pour le Barça parce que Koubarsi, ça reste un jeune joueur. Gérard Martin, ça reste aussi un jeune joueur pour le très haut niveau parce que techniquement, sa première saison au plus haut niveau, c'est la saison passée. Ça reste un joueur qui a certes 24 ans, je crois, ou 25 ans, mais ça reste un joueur inexpérimenté au plus haut niveau. Et ça, en fait, c'est la preuve selon laquelle le Barça doit justement aller chercher un défenseur encore plus expérimenté et meilleur que lui. Moi, je vous dis pas par là que j'ai pas forcément confiance en Gérard Martin, mais je pense qu'il y aura un plafond de verre forcément dans certains types de confrontations. Parce que, on va pas se mentir, ça reste un bon défenseur, un jeune défenseur qui progresse, mais je suis pas serein en fait d'aller par exemple demain dans une demi-finale de Ligue des Champions, même une finale de Ligue des Champions avec Gérard Martin, avec tout le respect que je lui dois, avec toutes les louanges que je lui fais. Là, je pense que la saison prochaine, un défenseur central, c'est non négociable. Parce que lui aussi, il doit continuer comme ça, à progresser. Et qui sait, peut-être que demain, il va continuer à apprendre d'un défenseur plus expérimenté. Qui sait, peut-être qu'il continuera à progresser et devenir en fait un très grand défenseur central. Et s'imposer comme un titulaire dans une défense du Barça parce que Gérard Martin, c'est pas tant au niveau juste de la défense, c'est plus de son apport aussi balle au pied. C'est un joueur qui a un QI très élevé pour un défenseur. Parce qu'on le voit la dernière fois contre Séville, il y a une action où il essaie de faire un quart à Messi parce qu'il n'y a pas de marquage sur lui. Il voit, il analyse l'espace et il s'incruste dans l'espace. Il avance, il dribble et il essaie de tirer ou il essaie de centrer. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur cérébral et c'est un joueur qui sait lire le jeu comme personne. Parce que si tu réussis en fait à démolir un système de pressing individuel comme ça, comme celui de Newcastle, c'est en grande partie parce que tu as des joueurs intelligents, parce que tu as des Lamine Yamal qui essaient de rentrer dans l'axe pour éliminer le pressing, pour déstabiliser en fait ce système de marquage individuel, c'est parce que tu as des Pedri qui dézonent, mais surtout parce que tu as des joueurs en fait qui font un dépassement de fonction, notamment Fermín López, on en parlera tout à l'heure, mais surtout Gérard Martin. Le but de Fermín López, c'est quasiment Gérard Martin qui crée ce but-là. Moi je le voyais en fait, la passe qui était tellement évidente sur Rafinha, mais lui il analyse, il scanne, il voit que c'est possible, et ça part de là.
en une, deux passes, ça y est, tu te retrouves face au gardien. En fait, lorsque tu décides de venir presser haut comme ça, ben, tu t'exposes à ce genre de choses et des joueurs comme les Gérard Martin avec leur qualité de passe, leurs pieds comme ça, ben c'est destructeur pour l'adversaire et c'est ce que Newcastle a subi en fait en deuxième période. Donc franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça à progresser. Sa qualité balle au pied, c'est l'une de ses qualités les plus sous-cotées, les plus importantes même de Gérard Martin. Voilà, ça reste un jeune joueur qui va continuer à progresser. Donc je voulais vraiment parler de lui pour lui rendre hommage. Voilà. Le troisième enseignement de la rencontre d'hier, c'est la gestion des matchs allés de Ligue des Champions. L'expérience. Moi, je vous parle, vous pensez que je parle dans le vide. Alors, je parle là, je m'adresse surtout en fait aux supporters du Barça qui étaient là à nous fatiguer après le match aller. Moi, je suis inquiet. Oh, la fatigue. Oh, on n'est pas bon. Ah, si on joue comme ça, on va se faire étriller par le Bayern. Ah, si on joue comme ça, et bla, et bla, et bla, et bla, et bla. Je vous disais quoi, les gars? Je vous disais tranquille. Ça reste un match aller au St. James Park. Le nombre d'équipes qu'ils ont fait réinitialiser dans ce stade-là, ils savaient même pas où donner de la tête. Ils sont sortis là-bas de ce stade-là, en fait, la tête renversée. Ils savaient même pas comment sortir du stade tellement ils se sont mangés une tempête d'intensité et des buts, notamment le PSG qui s'est mangé un 4-1 là-bas il y a pas si longtemps. Le United de Carrick qui revient très bien, qui se mange une défaite à 11 contre 10 là-bas. Donc, tranquille en fait. Ça sert à rien d'être tout le temps comme ça dans l'émotionnel et de critiquer tout est noir, tout est blanc. Il faut savoir analyser certains contextes. Moi, je vous l'avais dit, je n'étais pas content naturellement de la performance de ce que le Barça a produit balle au pied parce que techniquement, tu as raté beaucoup de choses, tes attaquants n'étaient pas au niveau. Mais l'approche du Barça était très, en fait, prudente. Et c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait pas rentrer dans leur jeu, à essayer d'avoir un match ping-pong, un peu d'ailleurs comme tu l'as fait durant la première mi-temps hier. Fallait essayer d'anesthésier ce match-là aller le plus possible. Regardez maintenant les matchs aller des équipes en fait qui se sont découvertes en Ligue des Champions à l'aller, notamment Chelsea. Chelsea s'est tué totalement durant le match aller. La double confrontation elle s'est pliée là. Manchester City, pareil. Ils sont allés au Bernabeu en se disant que vu qu'ils ont des absents, on va aligner 4 attaquants et on va mettre plein de buts. Bam, tu te fais réinitialiser toi aussi, t'es déjà éliminé dès le match aller. Alors, des gens vont me dire, oui, mais regardez le Bayern. Les gars, arrêtez. Le Bayern affronte Atalanta, c'est pas la même chose. Tu as le PSG au retour. Il y a un contexte du match aller qui fait en sorte que le PSG a joué pas mal en transition sur certaines séquences. D'ailleurs, leurs 2 premiers buts, je crois que ça vient sur transition. Donc voilà, c'est pas la même chose. Lorsque tu te déplaces pour un match aller dans un stade hostile, ben, tu n'es pas forcément obligé d'être là à tout le temps aller dans une guerre de transition, à essayer de forcément gagner le match. Tu peux évidemment gagner le match parce que si tu es plus fort et que tu es plus réaliste et que tu maîtrises ton adversaire, tu peux. Mais l'approche du Barça, elle était totalement en fait logique. Et les personnes, je vous disais, les personnes qui critiquaient le Barça, les chroniqueurs, les analystes qui critiquaient le Barça, oh oui, on s'est ennuyé durant ce match-là, le Barça n'a pas réussi à répondre à l'intensité, ça a été un match plutôt moyen. Je vous l'avais dit, le Barça n'est pas là en fait pour amuser la galerie. Ce soir, en tout cas hier, ils ont réussi à le faire. Ces mêmes gens-là ont pris du plaisir. Parce que c'était quoi les analyses du coup après le match d'hier? C'était de dire ouais c'est vrai en fait que quand on regarde les matchs du Barça on ne s'ennuie jamais, spectacle assuré. Ah ouais, en fait ces gens-là ils veulent que le Barça fasse ce spectacle-là à tous les matchs, peu importe. Après ce sont les mêmes qui vont venir te dire oui ok ils sont naïfs quand même, la ligne du hors-jeu ils se mangent plein de buts et ils se font éliminer par des équipes comme l'Inter et ils se moquent. Vous voyez un peu? Donc moi, je suis désolé. Les personnes qui sont là à critiquer à chaque fois, même quand il n'y a pas lieu de le faire, franchement, vous fatiguez dans la commune. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est le cas. Donc parfois, il faut juste savoir prendre du recul, analyser les choses et comprendre le pourquoi du comment. Parce que le match aller, encore une fois, ça a une importance monstre. D'accord? Donc le Barça a bien géré, a bien appris de ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid et c'est comme ça qu'il faut continuer, d'autant plus que tu vois que le Camp Nou a une vraie magie en fait. Le Camp Nou est en train de retrouver quelque chose de, on va dire, de terrifiant pour les adversaires au Camp Nou. Il y a une séquence où le Barça, en première période, il presse Newcastle jusqu'à ce qu'il dégage le ballon en catastrophe en corner. En corner, vous imaginez?
C'est ça le Camp Nou. Le Camp Nou, c'est une enceinte en fait qui fait trembler des jambes adverses, d'autant plus que quand même, un shout-out aux supporters hier qui n'ont pas arrêté de faire du bruit, et ça je pense que c'est en grande partie grâce à la Grada Animation. Je pense qu'il y a pas mal de personnes même vous qui regardez les vidéos, qui étaient au stade hier, dites-le moi pour confirmer, mais pour toutes les personnes qui y étaient, notamment le Ghetto, il me l'a dit, il y avait une ambiance de fou, et la Grada Animation a été très importante par rapport à ça. Pourquoi? Parce que après les buts des climatisations, là, le 1 partout et puis le 2-2 de Elanga, si c'était au Montjuic sans la Grada, on aurait assisté en fait au même scénario de cimetière à ciel ouvert. Vous voyez un peu, là même à 2-2, j'entendais en fait les chants des supporters encourager l'équipe, et ça en fait tu sens que les joueurs ils en ont besoin, et ils s'arrêtent pas, ils continuent, ils vont chercher ce troisième but juste avant la mi-temps. Par rapport à la gestion de ces matchs allés-là, moi je trouve même que le Barça sort grandi de ça. Un des enseignements de ça, c'est que tu prends de la maturité. Ouais, parce que tu as appris de ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid, alors que, à mon sens, tu n'avais pas assez appris de ce qui s'était passé contre l'Inter. L'Atlético Madrid, je pense que c'est un vrai wake-up call par rapport à ces doubles confrontations-là dans des compétitions à élimination directe. Des matchs à élimination directe, c'est des matchs aller-retour. Donc, faut pas te saborder au match aller. On le voit sur toutes les rencontres, encore une fois, de cette Ligue des Champions, les matchs à l'aller, les matchs à domicile, il y a une grande différence. Donc, le Barça apprend de ça. J'espère que ça va continuer comme ça, et que, de toute façon, là, jusqu'à la fin de la compétition, si c'est en tout cas l'Atlético, ça sera l'Atlético ou Arsenal, si c'est Arsenal, si le Barça passe, tu vas jouer le match retour à l'extérieur, donc tu te poseras même pas cette question. Là, il faudra tout donner au match aller. Bref, je voulais juste mentionner ça avant d'avancer sur le 4e enseignement de la soirée d'hier. Mais c'est tout simplement Monsieur Robert Lewandowski. Monsieur Robert Lewandowski. Lewandowski, en fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Lewandowski, il te met 2 buts incroyables. Franchement, il te prouve qu'il a encore de beaux restes. Mais je pense que c'est justement la performance qui te prouve que tu as besoin d'un 9 d'élite la saison prochaine. Parce que là, on est en train de manger sur les restes de Lewandowski. Faut pas en fait qu'on se mette à se dire oui, mais peut-être qu'il peut rester une saison de plus. Moi, quand j'entends Laporta dire j'espère que Lewandowski va rester et tout, ou que les dirigeants du Barça le disent, moi je pense que c'est dans une optique en fait de le mettre en confiance. Ça sert à quoi en fait de dire d'un joueur que tu vas le vendre à la fin de la saison alors que lui-même dans sa tête il est pas encore décidé. C'est de le tuer mentalement alors que la saison elle est même pas finie, elle est en cours. Donc que ce soit Lewandowski, que ce soit Ferran, c'est tout à fait logique que Laporta dise en fait que ils ont confiance en eux, ils parlent pas de les remplacer. C'est normal, on est en pleine saison. Là, s'il me le dit après la fin de la saison durant le mercato d'été, j'aurai un problème. Mais pour l'instant, c'est tout à fait logique la communication. Donc son match, en fait, pour moi, c'est la preuve selon laquelle tu dois aller chercher un 9 d'élite. Et si encore tu avais un doute, en fait, là, parce que tu regardes Ferran Torres sur le banc, tu te dis, ouais, Lewandowski, même à son âge, même avec ça, il te montre en fait qu'il est meilleur que toi alors que t'es censé être à ton meilleur niveau, Ferran Torres, à ton prime en fait physiquement. Donc Ferran Torres, moi je pense que voilà, on doit essayer lui aussi de le ramener parce qu'on en a besoin. Tu peux pas jouer toute la fin de la saison avec Lewandowski qui tu sais pas en fait dans quel match il va allumer la lumière, il va l'éteindre. Donc voilà, l'alternance des neufs, c'est un problème. Le Barça se baladait comme ça pendant des semaines avec des neufs qui marquaient pas un but, qui mettait pas un pied devant l'autre, et là Lewandowski il arrive, il te plante un doublé comme ça. Donc moi je veux juste aussi mentionner que ce que Flick a fait pour Lewandowski par rapport à ça là, parce que ça fait quoi, une troisième titularisation de suite. Moi je vous le dis, à la mi-temps je voulais qu'il sorte Lewandowski. Heureusement que je ne suis pas Flick, parce que moi je l'aurais sorti à la mi-temps, et c'est la raison pour laquelle encore une fois je ne suis pas coach, et lui c'est l'un des meilleurs coachs du monde. Moi, je l'aurais sorti, et je pense qu'on était beaucoup à vouloir qu'il sorte. Même si certains avaient toujours confiance, il y a beaucoup qui voulaient qu'il sorte. Lewandowski, ne mentez pas. Ne mentez pas dans les commentaires, d'accord? Du coup, Flick, il lui donne une confiance absolue. Et là, peut-être que c'est un déclic pour le reste de la saison pour Lewandowski. Il peut enchaîner 2-3 mois. Parce que c'est une question de confiance. Le Lewandowski contre Séville et le Lewandowski qui te met ces buts-là, t'as l'impression que c'est 2 personnes différentes. Il ne doute pas devant le but, il allume la cage sur le deuxième but, et sur le premier but, il a raté une tête beaucoup plus facile contre Séville. Donc ouais, je pense que ça se passe aussi dans la tête.
Et la confiance, les attaquants, on le sait, ils fonctionnent à la confiance. Une fois qu'ils se sentent bien et qu'ils sont là, locked in devant le but, ils peuvent enchaîner des buts. Donc j'espère que pour lui, c'était mental, même si je ne m'attends pas à ce qu'il enchaîne des prestations de fou à chaque match. S'il peut permettre, grâce à ses déplacements, grâce à sa présence, à Lamine Yamal, à Rafinha, aux autres de marquer plus, ça peut être aussi un apport. Moi, je ne me vais pas exiger à Lewandowski qui marque forcément tout le temps vu son âge, mais qui soit clutch en fait lorsqu'on va le trouver. Il l'a été hier. Enfin, on termine par le 5e enseignement. Celui-ci, il s'agit de 2 joueurs qui sont un peu passés sous les radars, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que ça a été quand même 2 joueurs qui ont été buteurs dans ce match-là. Parce qu'on parle beaucoup de Rafinha, des Lamine, des Pedri en règle générale. Bernal et Fermin Lopez. Alors déjà, Bernal, je pense que ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Je pense que ça devient sérieux parce que ça fait combien de buts là, en l'espace de quelques semaines ? Bernal, c'est un vrai danger offensivement pour les équipes adverses. Lorsqu'il est dans la surface, il est capable de marquer, soit de la tête, il est capable de marquer sur des remises, sur des appels. Il a une intelligence de placement dans la surface, même aux abords de la surface, qui est très très intéressante, que ce soit pour les passes décisives ou les buts. C'est un atout de fou d'avoir un mec comme ça dans ton 11, parce que tu as une arme supplémentaire pour marquer des buts en fait. Moi, je vous dis que si le Barça est capable d'aligner un ailier droit, un ailier gauche qui sont capables de marquer des buts, plus un milieu comme Fermin qui est capable de t'enchaîner aussi des buts, ou même Olmo, plus un autre milieu qui est capable d'apporter des contributions offensives, passes décisives plus buts, plus un neuf qui occasionnellement te met aussi des buts, même en l'état, c'est une équipe qui est imprévisible en fait, où le but peut venir d'absolument partout. Le but venait déjà d'absolument partout, mais là, c'est encore plus exacerbé avec un joueur pareil. Parce que déjà, avec le ballon, il est propre, techniquement, ça se voit qu'il monte en puissance, et c'est ce type de match-là aussi qui va permettre à Bernal de progresser 2 fois plus que la normale. Il a 18 piges, c'est un mec qui vient de t'enchaîner Atlético Madrid, Newcastle, les gars, alors qu'il revient d'une blessure grave. Donc ouais, là, en termes d'expérience, quand un jeune joueur de 17-18 piges va jouer des matchs de Youth League et progresser à une vitesse normale, des matchs comme ceux de Bernal durant les dernières semaines, là, ça va lui permettre en fait de progresser à vitesse grand V, à prendre x2 en termes d'XP. Limite, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc ouais, je suis très content en fait de le voir évoluer à ce niveau. Encore une fois, je vais pas faire de parallèle avec Frenkie de Jong parce que beaucoup de gens le font. Moi, je préfère vraiment compter sur tout le monde. Je pense même que Frenkie et Bernal seraient complémentaires et que l'un pourrait apporter à l'autre. Du coup, c'est juste une bénédiction en fait d'avoir tous ces joueurs de qualité là dans ton milieu, en sachant que Gavi aussi va bientôt revenir. Ouah, j'ai hâte. Et puis l'autre joueur, c'est Fermin Lopez, parce que, vous savez, lorsque j'ai dit la dernière fois, en tout cas hier, je l'ai dit hier, que pour moi, Fermin Lopez, il tient son gros match référence depuis le Bayern, beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais première mi-temps catastrophique. Moi, je suis pas d'accord. Alors oui, lui, il symbolisait aussi ce jeu vertical, de tout le temps aller vers l'avant et de n'avoir aucune pause en début de match durant la première mi-temps. Mais Fermin Lopez, malgré tout, c'est lui qui fait l'appel déjà pour amener le penalty de Rafinha. C'est lui qui fait la passe décisive pour Rafinha aussi, pour l'ouverture du score. C'est lui, il se projette, il n'arrête pas de se proposer à chaque fois. Alors oui, il a perdu quelques ballons et voilà, il n'était pas vraiment dans le contrôle en première mi-temps. Mais dire première mi-temps catastrophique, je suis pas du tout d'accord. Il n'a pas arrêté de presser, il n'a pas arrêté de se dépenser, il a été là. Alors oui, il a eu quelques déchets, mais voilà, je trouve qu'il a été bon en première mi-temps, pas exceptionnel. Mais en deuxième mi-temps, et là, il a pris feu, en fait, parce que le but qu'il met, en fait, en plus, c'est un but pas facile à mettre parce qu'il a beaucoup de temps pour réfléchir. En règle générale, les neufs, même les ailiers, les attaquants, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations comme ça, où ils ont beaucoup d'espace entre le moment où ils doivent partir du milieu et au moment où ils vont rencontrer le gardien, tu peux réfléchir à plein de choses. Moi, honnêtement, je pensais qu'il allait dribbler. Tellement il avait de l'espace, je pensais qu'il allait essayer de dribbler Ramsdale pour essayer de finir. Mais il regarde, et il est clinique. Et c'est ça qui caractérise aussi Fermin Lopez. Il est clinique. Lorsqu'il a des face-à-face, c'est très rare qu'il se manque. Ce mec-là, c'est un danger, c'est un poison pour les défenses. Lorsqu'il est dans la zone, tu sais que lorsqu'il va tirer, c'est très souvent cadré. Et lorsqu'il a un face-à-face, c'est rare que ça parte à côté. Donc franchement, top match de Fermin Lopez. Il a réussi en fait à sortir un gros match, je l'ai dit encore une fois, dans un gros match, malgré les gens qui vont essayer de te dire « Oui, Newcastle, c'est pas un gros match, c'est votre problème ». Fermin Lopez, il continue comme ça, il va avoir du mal en fait à sortir du 11 parce que Olmo aussi, il enchaîne les bons matchs. Même la dernière fois, il était titulaire, il était monstrueux aussi contre Séville.
Ouais, moi je veux que les deux soient au niveau en même temps en fait. On a réclamé ça pendant longtemps. Donc voilà, si tu es capable de sortir un Fermin et tu rentres un Olmo qui joue en mode Joga Bonito, qui joue en mode Ronaldinho Prime, lui aussi lorsqu'il rentre, voilà, ça c'est le Barça qui gagne parce qu'en termes de profondeur, en termes de qualité d'effectif, ben ouais, tu fais un vrai step en avant quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement par rapport à ces enseignements. Voilà, je vous l'avais dit, c'est une vidéo qui aurait été un peu longue, mais ça me fait toujours extrêmement plaisir de les faire parce que voilà, moi aussi, hein, avec vous, comme vous, c'est le type de vidéo que j'aime le plus parce qu'il y a le temps de se poser, de revenir tranquillement sur pas mal de choses, pas mal de sujets parce que les débriefs, vous voyez, ça doit sortir un peu trop vite. Allez, faut faire attention, le temps, et vous attrapez ma veste quand ça sort pas trop vite. Vous oubliez les gars que moi je fais un montage de fou quand même pour vous sortir des débriefs de qualité. Donc si les débriefs ils sortent tard, c'est souvent parce que je mets pas mal d'images, j'essaie en fait de vous garder une certaine immersion dans les vidéos. Sinon je pourrais vous mettre une image fixe et vous parler durant tout le match et là voilà, le débrief il sort une heure plus vite quoi. Donc voilà. Dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires les amis, on se retrouve très vite pour l'avant-match contre le Rayo et Visca Barça.